Alors, me voilà super excitée de vous présenter mon projet, donc la recherche phénoménologique post-intentionnelle pour un mémoire empreint de philosophie. Alors, mon plan de présentation se focus vraiment sur la méthodologie. Donc, je vais vous situer la phénoménologie post-intentionnelle pour ensuite décrire chacune des 5 composantes de la démarche que Wagle nous propose, brièvement, théoriquement, et l'application concrète dans mon mémoire, quels choix ont été réalisés en fonction de chacune de ces composantes. De prime abord, je vous dis mon projet de recherche, je me suis intéressée à l'expérience éducative de Reggio Emilia. J'ai fait une maîtrise pour en savoir davantage sur Reggio Emilia, tout simplement. Donc, je suis arrivée comme ça, le cœur grand ouvert, à tout découvrir. Et donc, en plongeant, j'ai trouvé une pédagogie de l'écoute, une pédagogie de l'incertitude dans laquelle l'apprentissage n'est pas une fin en soi, mais vraiment un processus, une pédagogie des relations. Et donc, je suis empreinte de tout ça. Et là, on me dit, fais une recherche en éducation à la petite enfance. Et donc, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à savoir qu'est-ce qu'une posture épistémologique, quelle est ma posture épistémologique, dans quoi moi je me retrouve, dans quoi moi je suis confortable, comment y réfléchir, comment l'étudier. Alors donc, au fil de mes lectures, je m'intéresse davantage à la documentation pédagogique de Reggio Emilia. Et donc, j'avance progressivement en me promenant dans toutes ces démarches-là. Bon, on s'entend, là, je me tiens quand même dans le haut, mais je me promène longuement avant de faire la rencontre de cet ouvrage qui est la phénoménologie post-intentionnelle de M. Wagle. Ça, c'est la 2e édition sortie en 2018, de laquelle je prends possession dans le cadre de ma mémoire. Et là, déjà, on voit crafting. Et donc là, il y a déjà une poésie que moi, je retrouve dans l'expérience éducative de Reggio Emilia qui vient chercher quelque chose en moi, qui me chatouille un peu cette poésie. Alors, je plonge. Je vous écris la phénoménologie post-intentionnelle. Donc, la phénoménologie est la recherche visant à décrire un phénomène. Ici, on s'intéresse à un phénomène social. Celle de Wagle dépeint pas uniquement ce qu'est un phénomène, mais vraiment va chercher comment il est vécu par les gens qui le vivent. Ensuite, dans la posture post, on s'inscrit dans une post-structuraliste, post-moderne, dans une vision qui réfute, qui refuse une seule interprétation. Wagle va s'appuyer beaucoup sur des concepts de Deleuze et Guattari, qui sont des philosophes français. Et donc, principalement le rhizome, qui est cette façon de percevoir c'est une analogie à la biologie, mais cette façon de voir que tout se croise, tout s'entrelace, et ils peuvent mener aux mêmes endroits ou à différents endroits. Donc, il y a rien qui est linéaire et circulaire, par exemple. Et le concept de ligne de fuite, qui est cette idée d'accepter des choses qui semblent pas rapport, des choses qui nous amènent ailleurs, qui semblent nous éloigner de notre objet premier, mais d'en prendre conscience et de les suivre, pour suivre ces idées qui évadent des préconceptions. Au niveau de le mot intentionnel, donc une phénoménologie post-intentionnelle, intentionnelle dans la phénoménologie, ce n'est pas avoir une intention. Donc, c'est pas le sens du mot. C'est vraiment la façon dont nous nous retrouvons en relation avec le monde dans notre vie quotidienne. Donc, c'est ce lien qui nous unit à tout, consciemment ou non. Et donc, le chercheur est lui-même assujetti à sa propre intentionnalité. Et donc, le chercheur phénoménologue ne peut faire abstraction de ceci, ce que les phénoménologues de l'ancien temps nous amenaient à vouloir faire, à retenir, faire abstraction totalement de cette intentionnalité-là. Van Manen nous disait que faire une recherche phénoménologique, c'est un acte poétique. Alors là, ça me correspond. Et Wagle nous dit, le chercheur est un artisan de son projet. Il est un chercheur artisan. Et là, ça vient me réconforter. Et je prends en main mon mémoire et je peux m'éloigner de cette structure rigide de rédaction de mémoire dans laquelle je me trouvais pas confortable.
si je veux faire une recherche sur la documentation pédagogique, je veux pas faire ça sans vous décrire ce qu'est Reggio Emilia. Et Reggio Emilia, c'est pas une problématique, c'est pas un cadre conceptuel, c'est une réalité dans la vie. Donc, j'étais vraiment très mal à l'aise dans cette structure rigide. Alors, me voilà, j'éclate tout. Et je suis donc les 5 composantes de la démarche de Wagel. Et mon mémoire s'articule vraiment autour de ces 5 composantes que nous allons décortiquer ensemble. Alors, évidemment, identifier un phénomène, c'est la première étape. Et les participants. Donc ça, c'est le titre de cette première composante qui se décline en 6 sous-composantes. Réalisation d'un exercice de consultation de la littérature. Alors là, je vous ai déjà dit mon envie incroyable de connaître Reggio Emilia. Donc, je suis déjà là. C'est déjà fait. Et dresser la problématique à l'étude du phénomène post-intentionnel. Donc, Wagel nous dit là, cherche en toi, trouve tes motivations. Tu vas être empreint de ta subjectivité tout au long du projet. Il faut vraiment que ça te motive. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, pour moi, ce chapitre-là m'a permis de décrire ce qu'est l'expérience éducative de Reggio Emilia et mettre vraiment la documentation pédagogique dans son contexte. De décrire aussi, mais pourquoi je parle de Reggio Emilia? Comment ça se fait que ça inspire les gens au niveau international? Et là, j'approfondis sur la documentation pédagogique, donc ses fondements, ses processus. Donc, qu'est-ce que c'est? Les formats, les effets bénéfiques ou les obstacles qui ont été relevés dans son utilisation, dans le processus d'appropriation des gens qui l'ont utilisé, qui se le sont appropriés à travers le monde. Ensuite, ma réflexion sur la documentation pédagogique, mon projet de recherche, m'a amené à me pencher davantage sur l'accompagnement du personnel éducateur qui s'inscrit dans une démarche d'appropriation de la documentation pédagogique, puisque c'est très important à Reggio Emilia, cet accompagnement-là, et que c'est super complexe. Donc, comment c'est fait ici pour nous? Et brièvement, ce chapitre-là présente aussi notre réseau, son programme et les mesures de soutien très variées qui se trouvent dans notre réseau. La deuxième sous-composante, c'est l'identification des théories autour desquelles s'amorce la réflexion. Donc, réfléchir et identifier les apports philosophiques autour du phénomène à l'étude. Donc, il ne s'agit pas de faire un cadre conceptuel. Donc, ce n'est pas des concepts que je vais utiliser nécessairement. Considérer qu'est-ce qui pourrait être intéressant dans mon analyse, dans ma lecture du phénomène. Et donc, pour moi, dans ce chapitre, j'y présente les idées qui m'habitent, les connaissances, tout mon bagage théorique, culturel. Bon, j'y présente pas tout mon bagage théorique et culturel, ce serait très long, mais je veux dire, j'y présente ce qui m'habite au regard de ma lecture de l'expérience de Reggio Emilia et qu'est-ce qui vient interférer dans ma compréhension, dans ma lecture de ce qui m'est dit. Je présente aussi brièvement qu'est-ce que l'accompagnement en éducation, quelques concepts de définition sur les fondements relationnels et les postures de l'accompagnant. Cela étant dit, ce n'est pas un cadre conceptuel, donc je cherche pas à valider si les gens que je vais aller rencontrer vont se situer dans ce cadre d'analyse, de définition de l'accompagnement que je vais présenter, mais je présente ce que moi je connais de l'accompagnement, puis comment ça va venir influencer ma lecture, ma compréhension de leur situation vécue. Ensuite, je vous le dis brièvement, là, j'entre dans une grande réflexion politique sur la documentation pédagogique, sa place dans la société en m'appuyant sur les principes de Foucault en éducation à la petite enfance. C'est très complexe, je vous en passe. Et la même chose pour des applications de certains concepts de Deleuze et Guattari qui ont été appliqués en éducation à la petite enfance dans d'autres contextes dont j'ai fait la lecture et qui m'habitent également. Avec tout ça, on poursuit. La troisième sous-composante est l'identification de contextes multiples et variés dans lesquels le phénomène se produit. Donc là, on s'intéresse vraiment au contexte au sens large. Donc les récits normatifs, les politiques, mais aussi au contexte très précis et très près du phénomène. Alors, pour moi, ce que ça voulait dire,
décrire le phénomène dans son contexte. Donc, comment on accompagne le personnel éducateur qui fait de la documentation pédagogique s'inspirant de la démarche décrite à Reggio Emilia. Donc, il fallait faire un bref topo sur le COVID qui était actif là, au moment de ma collecte. En fait, j'ai reçu ma confirmation éthique le mars 2020. Tout est fermé, rentre chez toi. Voilà. Bref. Ma recherche était aussi située dans la même période de temps où le ministre venait de mettre en obligation le portrait des enfants. Donc, c'est sûr que ça venait soulever mes réflexions, mes commentaires, mes retours aux propos des gens. Et j'ai présenté aussi dans cette portion de mon mémoire d'autres processus qui ressemblent à la documentation pédagogique, parce que si moi je les connais, ben d'autres les gens que je vais rencontrer éventuellement dans mon projet pourraient aussi les connaître et faire des transferts d'informations et me donner des définitions du récit d'apprentissage plutôt que de la documentation pédagogique. Il pourrait y avoir des méconceptions, des mauvaises traductions de tous ces concepts-là. Et c'est là, dans mon mémoire, que j'ai vraiment décrit la pertinence de cette démarche phénoménologique qui, pour moi, répondait à cette relation nécessaire dans un esprit de Reggio Emilia. Vous comprenez peut-être pas là, parce que je suis pas rentrée assez profondément dans les trucs, mais donc il y avait vraiment des similitudes entre la pensée développée chez les tenants de Reggio Emilia, l'utilisation des lignes de fuite. C'est vraiment une posture de recherche qui, pour moi, résonnait avec l'expérience que je cherchais à documenter. Ensuite, on s'intéresse aux réflexions sur les impacts sociaux potentiels. Donc, à quoi va servir votre projet de recherche? Alors, jusqu'à aujourd'hui, mettons la semaine dernière, j'avais pas envisagé, mais voilà que je suis un exemple de phénoménologie post-intentionnelle français au Québec. Donc, c'est assez majeur comme impact. Ensuite, en français, de l'information sur Reggio Emilia, qui est quand même de plus en plus représentée en français, mais je contribue à la discussion. Ensuite, je développe des connaissances sur l'accompagnement de la documentation pédagogique, l'accompagnement du personnel qui fait de la documentation pédagogique. Éventuellement, vous saurez à qui je m'adresse, mais soutenir la réflexion des gens qui vont participer à ma recherche, donc qui vont s'impliquer dans un processus de pratique réflexive plutôt profond, et donc je souhaite que ça leur soit utile réellement. Et par la suite, une fois que c'est publié, je souhaite que les gens puissent s'en servir et s'appuyer eux-mêmes pour leur propre pratique réflexive au sein de leur travail d'inspiration de l'approche éducative de Reggio Emilia. Alors, cette 5e sous-composante, maintenant identifiée à qui on veut s'adresser, les participants doivent être choisis en fonction de leur habilité à offrir une description approfondie et riche du phénomène. Donc, dans ce chapitre, j'ai décrit les critères initiaux de recrutement et la démarche de sélection, dont je vous épargne les détails. Ensuite, pour cette dernière sous-composante de cette première composante, Wagold nous dit de formuler sa question de recherche, ce qui est pas mal une autre base en recherche. Là, je dis que j'éclate tout, mais quand même, il y a des similitudes avec cette structure usuelle d'une recherche. Et donc, how might le phénomène take shape pour qui et dans quel contexte? C'est la structure d'une formulation de questions phénoménologiques post-intentionnelles. Or donc, la mienne, c'est comment l'accompagnement professionnel à la documentation pédagogique prend-il forme pour des responsables pédagogiques? Et si je choisis ce terme, puisque dans la réalité québécoise, la responsabilité pédagogique, le soutien pédagogique découle d'une diversité multiple d'appellations. Donc, c'est pas toutes des conseillères pédagogiques, ça peut être la directrice, ça peut être la directrice adjointe, etc. Donc, en service éducatif à la petite enfance, s'inspirant de l'expérience éducative de Reggio Emilia. Et donc, je veux illustrer
pour certaines personnes, là, comment ça se passe concrètement, réellement pour eux et quel est leur vécu aussi. Et donc, pour le phénoménologie post-intentionnelle, il faut aussi faire preuve de flexibilité, donc être ouverte à différents moments pour valoriser justement cette diversité des points de vue et suivre ces lignes de fuite. Donc, c'était toujours conscient dans tout au long de ma démarche. L'entrevue est généralement le mode de collecte de données le plus fréquemment utilisé. Mais Vago nous dit fait preuve de créativité aussi et tout au long d'ouverture. Alors pour moi, donc j'ai fait preuve de créativité à travers tous les entretiens quand les gens me nommaient utiliser un PowerPoint de présentation qu'ils ont créé pour parler de la documentation pédagogique, les textes qu'elles font lire à leur équipe. Donc moi, j'ai récolté toutes ces choses-là qui me permettaient vraiment de mieux comprendre et d'appuyer sur une meilleure compréhension ce dont elles parlent. On a mené 3 entretiens en profondeur d'à peu près 1h30. Le premier entretien parle vraiment de leur parcours personnel, qui elles sont, d'où elles viennent, leur éducation, ce dont elles ont envie de me parler, de leur bagage précédent, du jour d'aujourd'hui au moment de la rencontre. Le deuxième entretien, qui est à peu près à 1 semaine d'intervalle, porte vraiment sur leur expérience actuelle, dans quel milieu ils sont, l'organigramme et la documentation pédagogique et quelle forme elle prend et tout ça. Et dans le troisième entretien, qui est encore 1 semaine plus tard, donc on a le temps de cogiter, de réfléchir et d'adapter nos questions, mais eux aussi ont le temps de faire du chemin là-dessus. Et donc on cherche plus à rendre du sens à l'expérience vécue. J'ai 3 participantes qui ont vraiment des parcours très différentiels. Je vous dirais que la principale similitude, c'est le fait d'avoir plusieurs installations à gérer. Alors, la troisième composante est l'adoption d'une posture post-réflexive. Et donc ici, le post est toujours dans une structure post-structuraliste et donc m'invite, moi, en tant que chercheur, à avoir une réflexion post-structuraliste. Donc, qui m'amène à refuser toute certitude et qui m'amène à réfléchir tout en prenant conscience constamment de ma propre subjectivité. Il utilise le terme bridage. Donc, c'est comme c'est l'analogie du cheval. Donc, on met une bride sur son bagage de connaissances et toutes les choses qui m'habitent que je vous ai nommées tout à l'heure. Donc, je mets une petite corde dessus puis je les retiens. Je suis comme, quand quelqu'un me dit ça, ça me fait penser à telle chose, mais c'est parce que moi, je connais telle chose. C'est pas nécessairement parce que c'est ça qu'elle veut dire. Donc, tout du long de toutes mes 3 entretiens de 90 minutes avec chacune des personnes, documenter, se questionner, contempler ces moments de connexion, de déconnexion, pour en être conscient lors de l'interprétation. Donc, pour nous aider à faire cela, Vago nous invite à faire une première déclaration dans un journal de bord qui nous a suivis tout le long de ma démarche, et donc dans lequel on y met ses présomptions, ses croyances, tout ça. J'ai pas vraiment refait ce travail-là puisque je l'avais déjà pas mal réfléchi dans les premiers chapitres, mais voilà. Et donc, l'artisan-chercheur prend conscience de ses réflexions tout au long de la démarche scientifique. Et donc, c'est présent au début, c'est présent tout au long de la collecte, mais aussi quand vient le temps d'analyser, d'organiser les données dans la rédaction. La 4e composante est l'exploration du phénomène, ce qu'on pourrait qualifier dans une structure usuelle de la période d'analyse. Et donc, cette lecture de ce que les gens m'ont dit, elle est déjà empreinte de prédisposition du chercheur artisan qui est moi-même. Donc, on fait une première lecture en prenant ces consciences-là et une deuxième lecture dans laquelle, là, on va essayer de mettre en discussion ces connaissances théoriques que j'ai retenues tout du long pour là venir les mettre en collaboration les unes avec les autres. Pour ce faire, Vago nous propose quelques pistes, donc justement de suivre ces lignes de fuite dont je vous ai parlé précédemment, d'identifier les certitudes formulées. Alors quand j'écris, par exemple, quand Martine me dit telle chose, elle a voulu dire telle autre chose. J'aurais dû pratiquer un exemple spécifique, mais j'en ai pas. Et donc si j'ai l'intention d'écrire quelque chose comme ça, mais je dois m'arrêter et faire, pourquoi je dis ça? C'est quoi ma certitude dans cette affirmation-là?
et donc de remettre en question mes certitudes et de revoir aussi les moments où je fais des liens simplistes ou plus rationnels dans lesquels j'efface, par exemple, tout l'aspect émotif qui est vraiment recherché tout au long de mes entretiens et identifier les incompréhensions. Donc, quand moi, je comprends pas quelque chose, elle est là la force de l'analyse selon Vago. Donc, c'est là qu'il faut aller creuser. Pourquoi je comprends pas? Qu'est-ce que je comprends pas? Ensuite, la cinquième et dernière composante, eh bien, c'est rédiger son texte. Et donc, moi, j'ai vraiment rédigé mon texte de cette manière, en suivant ces composantes-là. Bien évidemment, il n'y a pas une section qui présente mon bridage puisqu'il est présent constamment. Et donc, on présente des manifestations du phénomène chez ces 3 personnes-là à un moment spécifique de leur parcours, à un moment spécifique de mon parcours. Si je referais mon projet de recherche aujourd'hui avec ces 3 mêmes personnes, j'aurais probablement un texte différent que celui que je vous ai présenté. Je vous laisse aujourd'hui. Puisqu'ils sont 3 personnes individuelles et uniques, on peut pas non plus proposer que ce soit transposable à d'autres qui peuvent s'engager dans le phénomène, mais pourrait quand même soutenir leur réflexion. Moi, j'aime beaucoup lire des récits de praticiens. Alors, pour moi, c'est la manière dont j'ai rendu compte des propos des participants. Ça tient quand même un peu la structure des entretiens, donc leur parcours personnel, leur expérience actuelle et faire un peu de sens de leur expérience. Donc, le portrait de chacune, leur expérience personnelle, professionnelle, c'est ce que j'ai dit. Le récit de rencontre avec l'expérience éducative de Reggio Emilia. Qu'est-ce qui a fait là, cette étincelle? Pourquoi on s'intéresse à cette expérience-là? Et pourquoi on veut la mettre en pratique dans son milieu? Donc, elles m'ont décrit cela, je l'ai rapporté. Et ensuite, à chaque fois, je mets les discours en dialogue. Donc, pour voir un peu, une a dit ça, l'autre a dit ça, les 3 ont dit quelque chose. Et ensuite, je ramène avec les théories. Donc, eux ont dit ça, ensemble, elles ont dit ça, et moi, je prouve ceci. Ensuite, on fait le portrait du processus de la documentation pédagogique. Donc, quelle forme elle prend dans leur milieu, quelles fonctions elles y ont trouvé et quelles difficultés elles ont racontées de ce que leur équipe a vécu dans le processus d'appropriation. Ensuite, elles m'ont parlé de leur processus d'accompagnement, mais à travers toutes les questions puis toutes les discussions, on n'a pas vraiment eu des « parle-moi de ton accompagnement », mais elles me décrivent comment elles accompagnent leur équipe dans différentes situations tout au long de la recherche. Et finalement, je fais une portion ici qui décrit davantage l'accompagnement qu'elle met en place au regard de la documentation pédagogique dans cette période post-COVID où la documentation pédagogique n'est pas la priorité. Et ensuite, elles m'ont décrit vraiment la place du travail dans leur vie. Est-ce que je suis une gestionnaire qui s'imprègne à 100% puis qui est la fin de semaine qui fait du vélo réfléchit encore à son travail, par exemple. Et la place, le rôle au sein de la société, c'est important pour moi d'aider les jeunes enfants. C'est important pour moi d'intégrer la culture dans mon milieu. Donc, ce genre d'informations qu'elles m'ont transmises à ce moment-là. Donc, considérant que les acteurs de l'expérience éducative de Reggio Emilia invitent à s'interroger sur son propre contexte et non à reproduire, il faut vraiment se questionner sur qu'est-ce que ça veut dire s'inspirer de l'approche éducative de Reggio Emilia. Et donc, en démontrant comment eux l'ont utilisé, comment eux s'en sont inspirés, comment eux en parlent et en décrivent, mais ça peut soulever les réflexions chez les autres sans qu'elles veulent reproduire ce qu'elles viennent de faire, mais réfléchir à leur propre réalité à eux. De tout cela ressort 3 interprétations majeures. Donc, l'importance d'établir une réflexion au sujet de l'image de l'enfant qui ressort malgré tout très peu dans les propos ou d'une manière pas incohérente, mais en tension entre l'enfant compétent et l'enfant avec des besoins, qui est la même tension que je ressens dans le programme éducatif québécois des centres de la petite enfance.
Ce qui ressort aussi, c'est de mieux cerner, d'écrire les cibles des situations observées ou documentées. Quand on demande qu'est-ce que vos éducatrices, c'est quoi les observations, quel moment, comment elles choisissent. Puis c'est des moments qui parlent, des photos qui soulèvent des réflexions. C'est des belles choses, mais c'est un peu flou. Donc, pour une équipe qui souhaite développer la documentation pédagogique, mieux cerner, identifier ces moments-là serait une clé. Et valoriser les périodes de discussion avec les collègues permettant l'échange de points de vue, qui est une étape cruciale de la démarche de documentation pédagogique à Reggio Emilia, mais qui, on n'a pas autant au Québec et qui ressort pas dans les milieux des 3 personnes que j'ai rencontrées. En tant qu'artisane de ce mémoire, j'ai réalisé cette étude phénoménologique post-intentionnelle en m'imprégnant pleinement de ma subjectivité. Je suis très fière d'avoir réussi à aller chercher l'émotion des gens, à rejoindre, à faire quelque chose qui, pour moi, est cohérent et peut soutenir la pratique réflexive des autres en m'impliquant dans cette réflexion collective sur ce qu'est l'éducation à la petite enfance. Et je souhaite humblement que ces réflexions que je partage puissent alimenter les praticiens.